Bonjour à tous, bienvenue aux personnes présentes dans la salle, bienvenue aux internautes qui nous suivent à distance et qui, je le rappelle, peuvent nous poser des questions auxquelles nous essaierons de répondre en fin de table ronde. Et merci à nos 5 invités ici présents. Je suis vraiment ravi de vous retrouver enfin en présentiel pour cette 7e édition du BIG. Je suis Francis Estella, je travaille chez BPI France et j'ai la chance d'animer cette table ronde sur ce sujet passionnant qu'est l'avenir durable pour le transport maritime. Comme vous le savez, BIG, c'est le rassemblement des entrepreneurs autour de l'innovation. Et pour cette 7e édition du BIG, c'est le climat qui est mis à l'honneur. Donc quoi de plus naturel que d'échanger aujourd'hui sur ce sujet, qu'est l'avenir durable pour le transport maritime. Pour en débattre et avoir un débat riche et intense, je me suis entouré des meilleurs experts sur le sujet. J'ai donc la chance d'accueillir aujourd'hui 5 personnalités fortes du transport maritime. Philippe Alix, bonjour. Vous êtes directeur de cabinet en charge des opérations et des assets du groupe CMA-CGM. CMA-CGM, leader du transport maritime et de la logistique. Ferran Gzidaghi, je vous appellerai, je pense, Ferran plutôt en cours de table ronde, ce sera plus simple. Vous êtes directeur des relations extérieures pour le groupe Sogestran. Sogestran, acteur du transport maritime et fluvial. Ludovic Gérard, bonjour. Vous êtes CEO de Airo, société industrielle qui design et fournit des voiles innovantes, appelées Ocean Wings, pour le transport maritime. Benjamin Le Chaptois, vous êtes en charge de la stratégie développement durable sur la partie maritime pour le compte de Bureau Veritas, organisme de certification et d'analyse des risques. Et à travers votre filiale Bureau Veritas Solutions, vous faites du consulting technique, notamment pour les armateurs. Et enfin, Philippe Conneau, vous êtes ingénieur en charge des études spécialisées sur les sujets maritimes et fluviales pour le compte de l'ADEME, agence de la transition écologique, spécialisée dans le financement de l'innovation et opérateur du PIA 3 sur la mobilité et le transport. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et de passer la parole à Philippe Alix, je voudrais juste rappeler 3 chiffres pour notre public pour en planter le décor. Le premier, le secteur maritime est responsable de 3% des émissions de CO2 mondiales, ce qui finalement paraît assez faible. Deuxième chiffre, 90% du commerce international se fait par voie maritime, ce qui pour le coup est énorme. Et enfin, troisième chiffre, l'OMI, l'Organisation maritime internationale, a fixé un objectif ambitieux de réduction de 50% des émissions de CO2 à horizon 2050. C'est très ambitieux. Alors, sans plus tarder, Philippe, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, chez CMA-CGM, quelles sont déjà les solutions existantes pour tendre vers cet objectif? En effet, il y a 2 objectifs. Il y a l'objectif de respecter les engagements, les nouvelles réglementations qui vont être mises en place par l'OMI. Puis on a un objectif qui nous est propre, qui est la décarbonation totale de nos activités d'ici 2050. Et ça, pour le coup, ça commence dès aujourd'hui. Nous, notre choix, en fait, on travaille sur 3 piliers. Le premier, qui est le carburant qu'on brûle dans nos moteurs. Ça a commencé dès à présent et on a fait le choix du GNL. Donc il y a 4 ans a été lancé un programme pour équiper notre flotte de bateaux au GNL. Aujourd'hui on en a 19, on en aura une 60aine d'ici 2025. Donc ça c'est une action concrète dès aujourd'hui. On en parlera plus tard, mais ces navires-là pourront fonctionner et fonctionnent déjà aussi au biométhane et un jour proche, je l'espère, au méthane de synthèse. Donc ça c'est notre premier pilier, le carburant. Le deuxième pilier, c'est nos navires en tant que tels, leur design, leur aérodynamisme, leur hydrodynamisme, voilà, tous leurs hélices, tout ce qui permet de réduire aussi la consommation sur les propriétés propres du navire. Et le troisième pilier, sont les opérations, la façon dont on opère nos navires, les routes qu'on emprunte, la vitesse de nos navires. Voilà, ça ce sont nos 3 piliers sur lesquels on travaille dès aujourd'hui pour faire en sorte de réduire au maximum notre empreinte carbone et notre consommation pour atteindre les objectifs ambitieux qu'on s'est fixés. C'est vrai, Philippe, en préparant cet entretien, on se disait que tout simplement déjà la vitesse, la consommation évolue au carré de la vitesse. Donc ne serait-ce que réduire la vitesse des navires, ça aurait un impact énorme sur la consommation de CO2. C'est sûr, ça aurait un impact énorme.
commercialement, c'est pas ce qu'on privilégie, hein, puisque si on va moins vite, ça veut dire qu'il faut qu'on ait beaucoup plus de bateaux pour pouvoir honorer les commandes de nos clients. Donc aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire, c'est justement trouver des solutions pour que nos navires puissent consommer le moins possible, puissent continuer à opérer à une vitesse optimale et adéquate, tout en émettant le moins possible de carbone. Et donc c'est pour ça qu'on a fait le choix du GNL, qui est une étape sur le chemin. On sait que c'est pas le GNL qui va nous amener à la décarbonation, mais c'est une première étape qui a des impacts concrets dès aujourd'hui sur les émissions de gaz à effet de serre, mais pas uniquement, surtout sur la qualité de l'air. Pour le coup, ça c'est radical, puisqu'on supprime quasiment l'intégralité des particules. Et donc notamment quand on fait des escales dans des ports qui sont plus ou moins dans les villes, c'est quelque chose d'important. Ok, merci Philippe. Ferranc, alors chez Sogestran, vous êtes un acteur un peu particulier parce que vous êtes présent à la fois sur le maritime et sur le fluvial. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus justement sur la décarbonation chez Sogestran? Alors effectivement, nous sommes à la fois dans le maritime, à la fois dans le fluvial, ce qui permet aussi d'utiliser parfois les solutions trouvées dans le fluvial vers le maritime et inversement. Ainsi, on peut presque dire que, vu les distances qui sont plus faibles quand on est en fluvial, fatalement, hein, je prends l'exemple de Paris, d'ici on va jusqu'au Havre, vous avez 350 km, c'est pas pareil que d'aller en Guyane. Vous voyez, et donc sur le fluvial, nous avons cette possibilité de tester aussi des nouveaux carburants avec par exemple une densité énergétique bien moins importante. Et au moins on teste. Et donc ainsi, le fluvial peut être presque vu comme le banc d'essai du maritime. Mais également dans le maritime, il y a des techniques qui n'existent aujourd'hui pas dans le fluvial, qu'on essaye nous d'importer dans le fluvial, notamment les stations d'épuration embarquées. Qu'est-ce que je fais avec mes eaux grises, c'est-à-dire les eaux usées? Aujourd'hui, le fluvial, le monde fluvial, les déverse dans les fleuves. Donc on essaye là aussi d'amener des solutions qui existent aujourd'hui dans le maritime. C'est vraiment passionnant en fait cette double approche fluviale-maritime. Et alors pour compliquer encore un peu les choses, Ferranc, chez Sogestran, il y a encore une troisième branche, c'est le vélic, le transport à la voile, puisque finalement vous avez pris, si j'ai bien compris, une participation chez Neoline. Et alors vous nous faites voyager finalement au XVIIIe siècle, dans le temps, on se retrouve avant les machines à vapeur, où on va transporter maintenant les marchandises uniquement avec des voiles, c'est ça? Écoutez, j'ai pas envie de dire que c'est une troisième voile, parce que finalement, le vélic, on le fait en maritime, donc ça reste du transport maritime, et a priori, le vélic n'a a priori pas vraiment d'intérêt pour le fluvial, parce que dans le fluvial, nous avons des ouvrages d'art à calculer avec, notamment les ponts, et là, il y a une problématique. Mais le vélic peut être vu presque comme un carburant alternatif. Et on peut être en accessoire, on peut être en aide aux autres carburants utilisés, ou alors on peut être dans une ambition. En l'occurrence, Neoline, nous sommes dans une ambition de décarbonation. Et ça peut paraître un retour dans le futur, si j'ose dire. Mais en parallèle, nous avons aussi un bateau hydrogène qui va sortir. Vous voyez, donc on fait un peu les deux. L'hydrogène, on y viendra un peu plus tard, mais juste pour terminer sur Neoline, si j'ai bien compris, en fin de compte, c'est une solution qui va émerger, où on va transporter donc des marchandises en traversant l'Atlantique, en partant de Saint-Nazaire pour aller jusqu'à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et on transporte quel type de marchandises et quel potentiel on peut imaginer à terme en fait, sur ce type de transport à la voile? Écoutez, d'un côté, c'est une énergie qui est abondante et a priori gratuite, le vent. Par contre, on ne peut pas l'utiliser dans nos têtes, il faut que ça soit bien clair. Ça ne peut pas remplacer du jour au lendemain les autres carburants ou les carburants actuels. Parce que si vous voulez faire du vélic, il faut d'abord faire une étude approfondie des vents dominants, des courants, je vais où, quelle cinématique pour mon bateau, quelle vitesse aussi mon client veut que j'ai. Et donc le vélic ne peut pas remplacer
les autres carburants. Mais ici, en l'occurrence, effectivement, nous sommes sur un trajet qui a, j'ai envie de dire, tout pour plaire, parce qu'on va de Saint-Nazaire à Baltimore, à Halifax, Saint-Pierre-et-Miquelon, où effectivement nous avons tous les vents dominants qui vont avec nous. Et en termes de clientèle, donc c'est une clientèle qui est à la fois industrielle, donc nous sommes avec Manitou, avec Renault, mais aussi une clientèle partiellement du luxe. C'est intéressant. Alors Ludovic Gérard, vous chez Aero, j'ai compris que vous faisiez aussi donc vous travaillez sur des voiles innovantes, dans une approche un peu différente peut-être de Neoline, puisque là en fait on est plus en complément plutôt que sur une solution complète, on va dire, à la voile. Et ce qui paraît même intéressant, c'est que j'ai noté que vous aviez pour projet de transporter des éléments de la nouvelle fusée Ariane 6. Alors parlez-nous un peu de tout ça, Ludovic. Oui, alors avec plaisir. Effectivement, Aero, contrairement à Neoline ou CMA-CGM, on est un fabricant d'un propulseur éolien pour les navires de commerce et les yachts d'ailleurs aussi. Et c'est ce qu'on a développé. Et c'est une belle histoire qui est à la fois la vision d'un homme, Marc Van Petegem, un architecte naval, qui est notre fondateur et aussi cofondateur du cabinet d'architecture navale VPLP, cabinet français, et un transfert de la haute compétition, c'est-à-dire une aile qui a gagné la Coupe de l'Amérique en 2010. Donc c'est le Graal, le plus haut niveau qu'on puisse imaginer en matière de course à la voile, avec de la super technologie, des ailes extrêmement légères. Et Marc a eu cette vision de dire, l'aile, elle marche trop bien, il faut l'adapter au transport maritime civil. Et ça lui a pris quelques années, d'abord avec un soutien d'ailleurs de l'ADEME, de développer un prototype qui a permis de valider une aile beaucoup plus simple, beaucoup plus robuste, parce que dans le transport maritime, on est sur des durées de vie de navires de 25 ans, des navires qui naviguent 365 jours par an, donc il faut une aile simple, robuste, facile à utiliser et qui dure au moins 25 ans. Ensuite, après cette étape de prototype, 2 autres ailes de 32 mètres carrés ont été développées pour Energy Observer, le catamaran laboratoire qui promeut les énergies décarbonées de par le monde, qui tourne. Et ça nous a permis d'avoir plus de 2 ans maintenant de fonctionnement au vent, avec de fonctionnement éolien sur Energy Observer, et un retour d'expérience extrêmement précieux et qui nous donne un petit peu d'avance aussi sur nos confrères. Et sur cette base-là, on a pu convaincre un groupement formé de d'un armateur français, Gifmar, basé à Aix-en-Provence, et de Zéphyr et Boré, qui est une société basée à Lorient. Et ils ont ensemble répondu sur la base d'un bateau qui a été conçu par VPLP avec nos ailes. Donc ils ont répondu à l'appel d'offres du groupe Ariane, qui voulait un nouveau navire roulier pour transporter les morceaux de la fusée Ariane 6 entre l'Europe et Kourou. Et donc c'est ce bateau qui a permis à ce groupement de remporter l'appel d'offres Ariane. Et ce bateau est aujourd'hui en construction. C'est une commande industrielle. Il sera livré à la fin de l'année 2022 avec 4 de nos ailes de 363 mètres carrés chacune. Un cargo qui fait 121 mètres de long, c'est ça? Tout à fait, oui. Et qui donc opérera en mode hybride. En fait, on vend une hybridation de la propulsion des navires de commerce avec le vent. Et donc les gains grâce aux ailes représentent 20 à 30% en moyenne sur les traversées. Le reste du bateau et le reste de la propulsion étant fourni par les moteurs diesel classiques. Et donc c'est automatiquement 20 à 30% de réduction des émissions de CO2 par cette hybridation. Okay. Merci Ludovic. Benjamin et Philippe, vous le Vélic, vous y croyez ou pas? Nous on y croit, côté Bureau Veritas. Pour nous, ça a été mentionné par mes collègues précédemment, la décarbonisation du maritime, ça commence maintenant. On parlera plus tard, je pense, des carburants alternatifs. Mais d'ores et déjà, il y a des actions qui peuvent être menées. Ça passe par les opérations, ça a été mentionné tout à l'heure. Le Vélic, c'est effectivement un vecteur. On voit d'ailleurs des projets à taille réelle qui arrivent. Donc Zéphyr et Boré a été mentionné précédemment. Il y a les aspects aussi opérationnels, on ne peut pas les oublier. Beaucoup de navires, et de plus en plus, intègrent des connexions électriques de navires à quai. C'est clairement une ambition côté européenne. Donc, si on veut décarboniser le maritime, ça commence maintenant. Il ne faut pas attendre que les carburants qu'on mentionnera plus tard arrivent à l'échelle. On attaque maintenant, donc effectivement, le Vélic c'est important, c'est un levier. Nous, côté Bureau Veritas,
On travaille avec des gens comme Aero, avec des armateurs pour dérisquer ces technologies parce qu'il y a des enjeux qui sont associés à cette propulsion vélique, des formations des marins, des enjeux d'un point de vue technique aussi. L'intégration à bord, c'est pas anodin. C'est pas forcément, on a perdu l'habitude finalement, paradoxalement, de mettre des voiles à bord des navires. Et donc, non seulement on y croit, mais en plus on développe des règlements pour pousser le vélique. Je pense on peut être fier côté Bureau Veritas d'avoir sorti un règlement dédié à la propulsion vélique qui, je crois, répond aux attentes des fournisseurs et des armateurs. Donc Philippe, si on essaie de résumer un petit peu, je dirais, les solutions qui aujourd'hui sont actuelles, utilisables ou du domaine de l'accessible comme le Vélic dans un futur très proche, qu'est-ce qu'on a donc sur la table comme solution ? Oui, alors on l'a évoqué tout de suite, lorsque votre navire est en escale dans un terminal portuaire, le premier réflexe c'est de couper les moteurs. Et donc là vous êtes en mode zéro émission et aujourd'hui c'est un dispositif qui se déploie dans les ports français. Vous avez des bornes électriques dans les grands ports, Marseille, Le Havre, Dunkerque. Et je pense que c'est un premier pas à la fois pour décarboner et pour réduire les émissions de polluants atmosphériques. Vous êtes dans des zones urbanisées avec des enjeux en termes de qualité de l'air, des émissions de particules. Et ce mode de fonctionnement est assez relativement facile à mettre en place. D'abord au niveau des ports et ensuite à bord des navires, en fait, des solutions de rétrofit, de connexion à caisse se font assez facilement. Alors elles ont un prix, hein, forcément c'est pas anodin, mais je dirais on maîtrise le sujet. Le deuxième point, c'est lorsque votre navire est en phase de manœuvre portuaire, il y a ici aussi des solutions zéro émission sur batterie. Donc ça peut être des batteries qui permettent d'avoir un mode de fonctionnement vertueux pour les derniers miles de chenalage ou de mise à quai. Ces solutions de batterie, elles sont aujourd'hui disponibles pour un segment de navires qui sont les navires côtiers. Vous avez une flotte de petits navires à passagers, navires de servitude, navires de travail qui peuvent être électrifiés sur batterie. On trouve aujourd'hui des packs batteries jusqu'à 7 MWh, donc on peut même électrifier un petit ferry. Ensuite, on a évoqué des solutions véliques. Alors c'est intéressant cette discussion parce qu'on voit qu'il y a de la part des armateurs des questionnements. Comment ça fonctionne? Il faut faire des études aérologiques, il faut faire des études météorologiques. On voit qu'il y a une espèce de mystification. Alors on ne va pas dire qu'on revient 2 siècles en arrière, hein. Ce serait un petit peu trompeur parce qu'on voit qu'il y a une innovation forte en termes de concentré de technologie. On est sur des systèmes très performants, on parle des gains de 5 à 20%. Des systèmes entièrement automatisés. Aujourd'hui, tout est conduit de la passerelle du navire. Vous n'enverrez pas des équipages prendre des riz en voilure. C'est pas aujourd'hui nécessaire. Tout est conduit à distance. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est que ces systèmes sont rétrofitables sur des navires existants. Dans le cas de Neoline, on était sur une construction neuve pour le groupe Ariane également. Mais c'est des solutions qui sont équipables de porte-containers, de pétroliers, de vraquiers. Donc je pense que voilà, c'est un sujet sur lequel nous on s'est investi depuis 2011. En fait, aujourd'hui, on a financé une dizaine de projets qui représentent quand même 14 millions d'euros d'aide publique au travers du PIA que vous avez cité, et des solutions qui ont un certain niveau de maturité. Notamment, on voit qu'il y a des premières commerciales. Il y a d'autres solutions aujourd'hui qui sont dans les cartons. On parle de kite, on parle d'ailes captives, qui ont des modes de fonctionnement différents, qui sont peut-être plus intéressants dans certains usages, mais qui ouvre quand même un panorama des possibles très intéressant. Ok, merci. Ludovic, une aile en fait, Ocean Wings, ça coûte combien? Ça dure combien de temps? Et du coup, quel est un petit peu le retour sur investissement de ce type de produit? Alors une aile Ocean Wings, c'est une aile qui est, je reprends ce que vous disiez, c'est rétrofitable, c'est-à-dire qu'on peut l'installer sur un bateau de commerce existant en service. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a des réglementations dans le monde qui ont été mises en place par l'Organisation maritime internationale qui imposent à partir dans 2 ans, enfin moins de 2 ans maintenant, de screener toute la flotte, de passer en revue toute la flotte existante. Chaque armateur doit le faire. Je crois que chez CGM, Sogestran, vous l'avez déjà fait cet exercice, et d'identifier les bateaux qui sont les plus pollueurs. Et ces bateaux les plus pollueurs, par la réglementation, ils doivent s'améliorer d'année en année. Et la réglementation a cela de remarquable de ce point de vue-là, c'est qu'elle s'adresse non seulement aux navires eux-mêmes, c'est-à-dire que chaque navire doit être vertueux, et année après année, c'est le cas pour les navires neufs depuis 2013, mais pour les bateaux en service aussi, mais elle va regarder aussi à travers d'un deuxième index la façon dont les navires sont opérés en regardant leur bilan carbone ramené aux tonnes de marchandises transportées à la fin de l'année, pour simplifier. Et les navires les plus pollueurs ont ensuite quelques années pour
s'améliorer, donc ils sont classés de A, B, C, D, E. Et les navires qui sont D et E, eh bien, ils doivent revenir dans la moyenne ou être meilleurs de la moyenne. Et ce procédé fait que les navires sont de plus en plus performants année après année. Enfin, la flotte mondiale sera opérée de manière de plus en plus performante. Et donc dans les navires un peu anciens, on s'aperçoit, donc des navires qui ont plus de 10 ans notamment, on s'aperçoit qu'ils ne passeront pas les exigences réglementaires et donc les armateurs se doivent de faire des choses, soit de ralentir la vitesse des bateaux, mais on a vu que ce n'est pas la solution ultime parce que ça impose d'avoir plus de bateaux. Ce n'est pas forcément non plus ce que le marché globalement attend, hein. Il ne s'agit pas non plus de révolutionner le marché complet au long cours du transport maritime. Il faut savoir qu'il y a 50 000 navires de commerce au long cours dans le monde entier, environ. Hein. Et donc, rétrofiter des ailes sur les bateaux ou des solutions véliques, quelles qu'elles soient, l'avantage c'est que le bateau redevient compétitif, passe les réglementations et donc peut continuer à être exploité. Et de ce point de vue-là, on voit bien que avec l'augmentation du coût de l'énergie, les taxes CO2 qui se mettent en place, on atteint assez rapidement des ROI inférieurs à 10 ans. Mais encore une fois, le ROI, c'est un aspect de l'équation. Le plus important à nos yeux, c'est vraiment la réduction des émissions de CO2 et la mise en conformité avec les réglementations qui sont en vigueur aujourd'hui. Ça coûte combien une aile ? Ça dépend des bateaux en fait et des options. Donc on est un peu, il faut regarder de la taille de l'aile. Donc j'ai pas une réponse unique à vous apporter de ce point de vue-là. Merci. Donc on a vu les solutions du présent, on a vu les solutions accessibles avec le Véli qui sont vraiment dans un futur proche. Benjamin, j'aimerais maintenant que vous nous fassiez un petit peu rêver en fait, parce que quand on parle d'avenir durable, on a tout de suite en tête des énergies décarbonées, on pense à l'hydrogène, on pense à l'ammoniac. Est-ce que c'est accessible ça, ces solutions ? Et si oui, à quel horizon ? Merci de me laisser la parole pour faire rêver, c'est important. La réglementation, c'est pas tout de suite et tout ça en 3 minutes. Le premier réflexe. Non, je crois que c'est important de rappeler déjà les enjeux. Toutes ces nouvelles technos, je décrirai plus rapidement après, mais il y a un aspect sécuritaire qu'il ne faut pas négliger. On parle de carburant à faible point d'éclair, des conditions de stockage qui seront différentes de ce qu'on sait faire. Donc c'est important de ne pas négliger l'aspect sécuritaire. Tout de suite après vient l'aspect technique. Quand on parle d'ammoniac, quand on parle d'hydrogène, on est sur des pressions ou des stockages à température cryogénique. Ça changera la vie par rapport à ce qu'on sait faire sur le diesel. Et quelle température alors ? Si on est sur le LNG, pour parler ACM, ACGM, c'est du moins 162 degrés. Et si on est sur l'hydrogène liquide, c'est moins 253. Ça commence à faire un bout. Associé à ça, il faut effectivement parler d'énergie, hein, parce qu'on n'atteint pas ces températures gratuitement. Mais je redétaillerai ça rapidement après. Associé au stockage, il y a toute la distribution à repenser. Et au-delà de la distribution, il y a la convertisseur d'énergie. C'est-à-dire que c'est bien beau, une fois que vous arrivez à stocker votre hydrogène ou votre ammoniac, après il faut le convertir. Et là, il y a tout un travail aussi de travail côté motoriste pour développer les technologies de demain, donc les piles à combustible, les moteurs à combustion, les adapter. Et ça, c'est un travail, nous, que l'on pousse côté Bureau Veritas, mais il faut rêver, mais il faut aussi se rendre compte qu'on a un travail à faire pour atteindre des TRL qui soient assez élevés. Et c'est pour ça qu'on a besoin de Vélic, on a besoin de connexions électriques des navires à quai. C'est important. Et juste pour terminer sur ce point-là, l'autre aspect essentiel, ce sera le financement. On n'arrivera pas à décarboner le maritime sans financement. Et c'est pour ça que des acteurs comme la BPI ou tout autre acteur devront aider, parce qu'à un moment ou à un autre, on ne produira pas d'hydrogène vert, on ne produira pas de green méthanol, tout ce que vous voulez, sans qu'il y ait une aide financière quelque part. Donc c'est important de ne pas négliger ce point. Et même si on arrive à atteindre cette disponibilité des molécules, il faudra un peu d'aide. C'est bien noté. Philippe, est-ce que vous avez, vous, un avis un peu complémentaire de celui de Benjamin sur les énergies les plus prometteuses de demain en termes de décarbonation ? Oui, alors je ne veux pas effectivement vous surprendre en parlant d'hydrogène, hein, puisqu'il y a un plan national de développement de l'hydrogène décarboné. On sait qu'aujourd'hui, l'hydrogène est produit essentiellement de manière carbonée, et donc l'enjeu de ce plan national, c'est développer des électrolyseurs de forte puissance pour arriver à avoir un hydrogène vert. Alors vert, ça ne veut pas dire zéro carbone, puisque même dans le cas où on est en production d'énergie, énergie renouvelable, vous avez quand même un contenu carbone, hein, ce qu'on appelle le carbone gris, qui est les usines elles-mêmes, les éoliennes elles-mêmes, qui représentent environ 1 kg de CO2 par kilo d'hydrogène produit. Donc les carburants zéro carbone, ça n'existe pas, c'est une vue de l'esprit. Ensuite, ce qui est important pour nous dans l'hydrogène, c'est d'avoir une approche géolocalisée, parce que c'est une molécule qui est très compliquée à transporter, qui est très impactante en termes de bilan carbone. Pour vous donner un exemple, transporter 1 kg d'hydrogène sur 100 km, ça consomme 1 kg de CO2.
parce que c'est une molécule qui est compliquée, elle doit être comprimée à des pressions de 200, 300, 700 bars, donc des réservoirs épais en acier. Et tout ça, ça a un impact carbone. Et donc l'hydrogène n'a du sens que dans une approche territoriale. On parle bien là d'écosystème, à la fois donc en termes d'électrolyseurs, de production, de distribution et d'usage. Et l'important pour nous, c'est d'avoir des usages qui soient multiples et variés, que ce soit des navires, ça peut être des engins portuaires, ça peut être du bus, des bennes ordures ménagères, de façon à avoir un effet volume sur la consommation qui permet d'avoir une rentabilité économique, parce que c'est bien ça l'équation, qui est aujourd'hui impossible à tenir. On est sur des prix du kilo d'hydrogène qui sont très importants, en hydrogène vert, qui ne sont pas accessibles aujourd'hui par les armateurs. Donc il y a une aide importante de l'État qui est nécessaire en termes de coût d'acquisition des engins. On voit bien qu'il y a un surcoût important sur un navire si on passerait en hydrogène, qui est de l'ordre de 2 ou 3 fois le prix d'un navire en propulsion thermique diesel. Et ensuite, en termes de coût de possession, le coût de l'hydrogène vert aujourd'hui est hors de portée. Et donc il y a besoin de l'argent public, et donc on est là pour amorcer la pompe. Merci. Oui, Benjamin, allez-y rapidement et après je passerai la parole à Philippe, Philippe Alix. Philippe, bon, plus tard alors. Oui, Philippe Alix, juste une petite question en fait. En préparant cette table ronde, vous me disiez en fait, nous, ce qui est intéressant chez CMA CGM, c'est que finalement, on a fait aujourd'hui des investissements avec des navires qui ont des moteurs qui sont équipés pour fonctionner au GNL. On peut fonctionner avec du GNL qui soit fossile, on peut fonctionner avec du GNL qui soit quelque part aussi bio, avec des biocarburants. Et on pourrait demain fonctionner aussi avec du GNL qui aurait été refabriqué, une sorte de GNL ou e-méthane, en captant le CO2 dans l'atmosphère et en venant lui rajouter de l'hydrogène pour refabriquer quelque part du méthane. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Je me permets de rebondir sur ce que vous disiez. On est complètement en ligne sur l'hydrogène, etc. Nous, on n'exclut aucune piste parce qu'on est convaincu qu'il n'y aura pas qu'une seule solution. Donc il y aura peut-être du méthanol, il y aura peut-être de l'hydrogène. Tout ça nous semble possible mais très lointain pour toutes les raisons que vous avez évoquées. Et donc nous, le choix du jour, du quotidien, c'est d'abord le biométhane, comme vous le disiez. C'est une réalité aujourd'hui. L'an dernier, on a acheté 25 000 tonnes de biométhane, donc du GNL issu de non fossiles, issu de déchets divers et variés, qui peuvent être des déchets ménagers, tout bêtement. Donc ça, c'est une réalité aujourd'hui. Bien sûr, il y a le passage à l'échelle, hein, ça c'est la grande question. Nous, on opère 550 navires. Il va bientôt y avoir 60 navires d'ici 2025 au GNL, donc ça fait quand même des quantités. On y reviendra sur ce passage à l'échelle, c'est un point qui est important. Et en effet, la dernière étape de ce cheminement, c'est en effet le e-méthane, le méthane de synthèse, pour arriver, si ce n'est à zéro carbone, le plus proche possible de zéro carbone. Et le Graal, ce serait en effet de récupérer le CO2 depuis les cheminées de nos bateaux, pour faire simple, pour avoir une sorte de boucle interne au navire. On mélangerait ça avec de l'hydrogène pour faire du méthane de synthèse. Encore une fois, c'est encore des projets, hein. Déjà, on essaie de faire du e-méthane sur Terre. On n'y est pas tout à fait, on commence juste. Donc on a l'espoir qu'un jour tout ça fonctionne sur une boucle fermée. Mais aujourd'hui, c'est dans les cartons. Et ce que vous disiez est important, et ça reboucle avec ce que vous disiez sur les investissements. Nous, pourquoi on croit à cette filière GNL, biométhane, e-méthane? C'est parce que nos bateaux qui sont sur les mers aujourd'hui et qui fonctionnent au GNL fossile, demain, on met aujourd'hui du biométhane, et demain, dans ces mêmes bateaux sans rétrofit, on mettra du e-méthane. Donc il n'y a pas un renouvellement des investissements à faire, même les investissements industriels en fait qui sont nécessaires, parce que c'est bien beau d'avoir un bateau qui fonctionne au méthanol, mais il faut avoir les usines, l'approvisionnement, etc. qui suit derrière. Donc nous, on pense qu'on a un chemin cohérent avec GNL, biométhane, e-méthane, et encore une fois, on regarde tout, on regarde le vélic, on regarde l'hydrogène, parce qu'il n'y aura pas qu'une seule réponse. Merci. Mais c'est vrai que l'hydrogène, compte tenu des problématiques de stockage et de la densité de ce gaz, ça nécessiterait finalement pour un porte-container une telle place, j'ai envie de dire, sur le pont que la solution de l'hydrogène pour un porte-container, ça paraît quand même un peu compliqué. Non, clairement,
Nous, nos plus gros bateaux, ils font 400 mètres de long. Avant qu'ils soient 100% propulsés à l'hydrogène, c'est pas demain la veille, hein. Mais en revanche, pardon ? 2 fois le volume du GNL. Bon, voilà. Avec toutes les problématiques que vous évoquées, techniques. En revanche, on regarde parce que on est aussi opérateur portuaire, mettre de l'hydrogène dans des équipements à quai, dans des grues, brancher nos containers réfrigérés à des générateurs qui fonctionnent à l'hydrogène, ça c'est possible. Alors Ferrand, justement, je voudrais vous passer la parole, puisque quand on avait préparé cette table ronde, vous me disiez l'hydrogène, et vous le disiez d'ailleurs un petit peu tout à l'heure quand vous aviez pris la parole, le fluvial, ça peut être un peu un laboratoire pour le maritime, et finalement l'hydrogène chez Sogestran dans le fluvial, c'est quasiment pour demain, puisqu'en mars 2020, en mars prochain. Parlez-nous un peu du projet Zulu 6. Oui, donc c'est un bateau, le 6e bateau d'une série de bateaux appelés Zulu, et qui sont conçus spécialement pour la distribution urbaine. Donc ici en l'occurrence, justement parce qu'on a évoqué tout à l'heure la densité énergétique qui est plus faible, ça veut dire concrètement que soit je fais de distances moins importantes, soit il faut que je ravitaille plus souvent. Et donc, quand on est dans la distribution urbaine, ici en l'occurrence, le bateau va naviguer dans Paris, hein, enfin, entre Gennevilliers, Paris-Centre, entre Évry, Paris-Centre, Bonneuil, Paris-Centre, etc. Donc, nous sommes sur des distances relativement faibles, 35 km, et puis dans l'aller-retour, vous avez le double par jour. Et donc, le bateau, c'est une grande fierté, et d'ailleurs, on peut en être fier aussi, parce que le premier bateau à propulsion hydrogène, pas que pile à combustible, il est français. Et il arrive normalement, il s'appelle Zulu 6. Pourquoi Zulu 6 ? Eh bien parce que l'entreprise qui l'opère, Blue Line Logistics, a été créée entre autres par un grand amateur de la marine nationale belge, c'était un Belge, et dans la marine nationale belge, les frégates, les bateaux d'attaque, portent tous un numéro qui commence par le Z. Et dans l'alphabet militaire, le Z, c'est le Zulu. Ça n'a rien à voir avec l'Afrique. Il n'y a pas de... Voilà, c'est vraiment le côté militaire qui primait dans l'esprit du fondateur. Intéressant. Philippe, est-ce que vous, à l'ADEME, vous voyez des projets un peu innovants sur le stockage de l'hydrogène, par exemple, ou de l'ammoniac ? Alors effectivement, on parlait de problème de densité énergétique. En fait, on voit que l'hydrogène, ça pose des problèmes, soit sous forme comprimée, soit sous forme liquéfiée. Après, il y a d'autres projets pour englober la molécule dans du liquide. On appelle liquide organique LOHC, en fait, qui sont en cours de développement, qui sont quand même assez consommateurs en termes de besoins énergétiques. Et donc, on est vigilant à ce qu'on appelle l'ensemble du cycle de vie en termes de bilan carbone. Et donc aujourd'hui, c'est des solutions qui sont simplement au niveau de la paillasse de laboratoire. Donc, par contre, je voudrais poursuivre sur l'hydrogène parce que pour nous, ça a du sens. Dans le cas, il s'agit de flottes sur des trajets connus, calibrés, qui permettent de faciliter le ravitaillement. En fait, on parlait d'approche territorialisée. Et ce qui est important, c'est que ce sont des flottes qu'on qualifie de captives, donc qui restent toujours entre un certain trajet ou entre 2 ports maritimes. Et ça facilite beaucoup l'approvisionnement en molécules et hydrogène. Ensuite, on voit que l'hydrogène est quand même mature pour des solutions de navires côtiers qu'on évoquait tout à l'heure sur les batteries. On peut aussi avoir des piles de l'ordre du mégawatt qui puissent répondre à des besoins de navires de servitude ou de navires côtiers. Donc, on peut passer en hydrogène pour ce type de navire. Après, pour les navires comme ceux de CMA-CGM, on a vraiment un problème de place à bord. Et donc aujourd'hui, l'hydrogène est hors de portée à la fois en termes de stockage et de puissance. Parce qu'on est sur des puissances de plusieurs dizaines de mégawatts. Aujourd'hui, on n'a pas de pile à combustible capable de ce niveau de puissance. Donc on restera longtemps, je pense, avec du GNL ou du bio-GNL. Et encore une fois, pour le bio-GNL, la question qu'on peut avoir côté ADEME, c'est sa traçabilité. S'assurer qu'il a bien un certificat d'origine contrôlé, comme quoi c'est du bio. Et il y a aussi un problème de capacité à produire ce biogaz. Il faudrait équiper beaucoup d'agriculteurs de méthaniseurs. Quand on voit lever le bouclier sur les éoliennes, on peut penser qu'en termes de méthaniseurs, on aurait la même difficulté. Donc, il faut être prudent comme sur les besoins énergétiques de la flotte en termes de besoins, en termes de molécules. Et on serait plutôt sur du mixte, d'incorporation, un peu comme on a à la station-service. Vous avez des carburants biosourcés dans votre essence ou votre diesel.
Et donc on est sur des niveaux d'incorporation entre 10 et 20%. Alors, donc, peut-être pour essayer un petit peu de résumer nos échanges, finalement, donc, le Vélic, c'est une solution, on voit qu'elle peut fonctionner soit de façon quasi, je dirais, principale, comme chez Neonlight, soit en complément, comme chez Aero. Donc ça, c'est une piste qui est vraiment intéressante pour le futur. On voit qu'on a aussi le biocarburant qui a comme avantage effectivement de ne pas utiliser des énergies, on va dire, fossiles directement. Après, ça pose quand même la question, et vous commenciez à le mentionner en fait, Philippe, de ne pas non plus utiliser peut-être des terres qui sont faites pour l'agriculture ou pour les forêts pour finalement, j'ai envie de dire, mettre un problème ailleurs là où il n'existait pas en ayant du biocarburant. Et est-ce qu'il y aura assez de biocarburant avec de la production de biocarburant par des ordures ménagères? C'est un peu une question aussi qu'on peut se poser, sachant que demain on risque de rentrer aussi en compétition avec d'autres transporteurs qui vont être le transport routier ou le transport par avion. Donc après il nous reste quoi? Il nous reste le GNL qui peut être éventuellement du IGNL. Et là en fait j'aimerais qu'on discute un peu de ce sujet-là, parce que qui dit IGNL dit aussi captation finalement de CO2 dans l'atmosphère. Et puis à côté de cette famille donc, de IGNL, on aurait des énergies décarbonées comme l'ammoniac ou l'hydrogène. Et là se pose la question, Philippe vous le mentionniez aussi, de la production en amont, savoir est-ce que finalement on ne va pas plus polluer pour produire cet hydrogène et cet ammoniac, et il faut regarder toute la filière dans sa globalité. C'est bien ça? Oui, tout à fait. En fait, on est bien sur une approche globale. En fait, on parle du puits à la roue ou du puits à l'hélice. Si on peut parler du puits, sachez effectivement de problèmes de capture de carbone. On ne peut pas se limiter simplement à l'émission, à l'usage. En fait, il faut regarder l'ensemble du cycle. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir en tête le fait qu'il y a des flottes sur lesquelles on a vraiment des problèmes de stockage à bord, et donc on passera forcément par ces carburants de synthèse. La question est de savoir quel outil industriel vous allez mettre en place pour répondre à ces besoins en termes de volume, sachant qu'il peut y avoir des conflits d'usage aussi avec d'autres consommateurs. Ce qui est important pour nous aussi, c'est qu'on voit des démarches de CMA-CGM qui sont assez innovantes et qui sont à mettre en lumière, parce qu'elles montrent que certains armateurs anticipent au-delà des réglementations. Il y a peut-être un défaut d'image du transport maritime, un déficit d'image en disant ce qu'on appelle maritime bashing, en disant c'est des gens qui polluent, et je crois qu'au contraire c'est des gens qui sont responsables, des gens qui mettent des expérimentations en place, à la fois avec des biocarburants que vous évoquez, ou des propulsions véliques. Et on pense que ces gens ont besoin d'une certaine reconnaissance, et je voudrais ici mentionner des notions de label. Nous on travaille avec l'association Surf Rider Europe, pour un label qui s'appelle Green Marine Europe, qui permet de récompenser entre guillemets les meilleurs armateurs. Aujourd'hui, vous avez 12 compagnies maritimes qui sont labellisées. Peut-être une prochaine à venir, je vous laisserai peut-être l'évoquer. Donc voilà, cette reconnaissance est importante, parce que vis-à-vis du consommateur, ça montre que le transport maritime se prend en main. Et effectivement, vous disiez quel avenir? Je pense que l'avenir, ils l'ont entre leurs mains. Les solutions techniques, elles sont sur la table. Alors peut-être avec des maturités variables, ça on en est certain, mais pour certains segments de navires, en fait, je pense qu'on peut y arriver. Merci Philippe. Ludovic, j'aimerais qu'on revienne un petit moment quand même sur le Vélic. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme taux d'équipement de Vélic sur des porte-containers à horizon, j'ai envie de dire, 2050, qui est finalement l'horizon de l'OMI? Alors sur les porte-conteneurs, c'est pas évident à première vue quand vous imaginez, vous voyez bien à quoi ressemble un porte-conteneur aujourd'hui. La pontée est entièrement couverte de conteneurs. Néanmoins, on a voulu d'ailleurs chez Aero développer et se dire que ce n'était pas une fatalité, et qu'on pouvait aussi installer du Vélic et de l'éolien sur les porte-conteneurs. Et on a développé d'ailleurs l'hiver dernier, avec un bureau d'études chinois et le soutien de VPLP, un porte-conteneur qu'on a appelé TradeWings 2500 de 2500 EVP, donc équivalent 20 pieds conteneur, qui rentre exactement dans la même taille géométrique, je dirais longueur, largeur, qu'un 2500 EVP classique, mais dans lequel on a dès le début intégré les ailes
industriel. Donc on est parti d'une feuille blanche. On s'est dit, voilà, en partant d'une feuille blanche, on peut concevoir un porte-conteneurs classique dans lequel il y aura des ailes et elles seront rétractables, elles s'effacent, on a breveté le système où elles s'effacent à l'intérieur du bateau. Donc il y a des solutions, il y a aussi des solutions de rétrofit. On est actuellement, c'est pas un secret non plus, en discussion avec CMA CGM comme d'autres de nos confrères pour étudier comment on pourrait installer ça sur les navires. Et donc on pense qu'à terme, sur la marine marchande, sur les 50 000 navires que je citais, il devrait y avoir un taux de pénétration, on espère, jusqu'à 30% de l'éolien, sous ses différentes formes. Il y a eu différentes études qui ont été faites par différents organismes européens, anglais, etc., qui globalement arrivent à peu près à la même conclusion. Ce que je voulais juste compléter, c'est que pour développer, il y a effectivement... vous l'avez cité, il y a le soutien de l'ADEME sur la partie prototype développement. On a eu aussi, nous, la chance d'avoir BPI qui rentre au capital lors d'une levée de fonds récente. On a levé chez Aéro 10,5 millions d'euros. BPI a pris une part importante dans cette levée de fonds et donc dans le capital de l'entreprise. Et je pense que c'est bien aussi que l'État, enfin que BPI donc, rentre et soutienne les acteurs, parce que c'est le rôle de l'État de donner le premier coup de pouce, vous voyez, pour que ça se développe, qu'on franchisse la marche et atteindre ensuite un niveau industriel suffisamment mature et un niveau de production qui permettent d'assurer la survie et le développement à long terme de champions français dans le monde entier. Et merci Ludovic. Benjamin ou Philippe, j'aimerais qu'on aille maintenant sur ce terrain du passage à l'échelle en fait, sur la fabrication d'hydrogène et d'ammoniac. Comment et à quel horizon peut-on imaginer avoir de la production, je dirais, verte d'hydrogène ou bleu? Vous me parliez en fait, Benjamin, tout à l'heure d'hydrogène bleu. Oui, alors effectivement, c'est une réponse. Si j'avais la réponse, je pense que on serait bien avancé. C'est un gros sujet. Hein. La semaine dernière, l'Agence internationale pour l'énergie a publié un rapport sur la projection de l'hydrogène. On apprend beaucoup de choses, parmi lesquelles le fait que si on se base sur les projets à l'heure actuelle, il n'y aura pas assez d'électrolyseurs pour faire de l'hydrogène vert. Donc il faut passer à l'échelle. Donc je pense qu'on a tous envie de passer sur cet hydrogène vert. Quand on arrivera à passer à l'échelle, je ne saurais pas répondre. En tout cas, une chose est certaine, c'est que dans toutes les projections, on n'imagine pas avoir uniquement de l'hydrogène vert à partir d'énergies renouvelables. Ce sera trop juste pour alimenter tous les différents secteurs qui seront candidats. Donc, on arrive à d'autres types d'hydrogène, parmi lesquels l'hydrogène bleu. L'hydrogène bleu, c'est quoi succinctement? C'est casser une molécule de méthane, le CH4, à très haute température, et on capterait le CO2 en sortie pour garder uniquement l'hydrogène. C'est une manière un peu plus carbonée que de prendre de l'eau où il y a de facto pas de carbone, mais on n'arrivera pas à alimenter assez d'hydrogène sur le marché pour que tout le monde s'y retrouve. Si on revient plus sur l'aspect maritime, effectivement, le grand sujet qui fait beaucoup parler, c'est l'ammoniac. Pourquoi l'ammoniac? Parce que NH3, et donc forcément, il n'y a pas d'émissions de carbone. Maintenant, pour produire de l'ammoniac à l'heure actuelle, les émissions, si on parle d'analyse de cycle de vie que tu mentionnais tout à l'heure, on en est loin, hein, on n'est pas zéro carbone, donc il faut aussi faire appel à de l'hydrogène qu'on appelle renouvelable, hydrogène vert, et donc même pour produire cet ammoniac, on aura besoin d'hydrogène vert. Tout ça pour dire que l'aspect maritime ne peut pas être décorrélé de l'aspect énergie. On ne pourra pas atteindre un transport maritime durable sans une énergie qui va avec. C'est-à-dire que pour produire du biogaz, pour produire de l'électrocarburant, pour produire de l'hydrogène, dans tous les cas, on aura besoin d'un passage à l'échelle de l'énergie renouvelable. Donc on est un peu dépendant aussi dans le maritime de ce qui se fera côté terrestre et côté énergie offshore également. Mais on y croit quand même, il y a beaucoup de projets, on en voit de plus en plus. Via l'ADEME, il y a des projets territoriaux où même nous, côté Bureau Veritas, on est impliqué dans des projets avec plusieurs acteurs industriels où on part de la production de l'énergie, donc typiquement on pourrait parler d'hydrogène ou d'ammoniac, jusqu'au cas d'usage final. Et comme ça a été mentionné tout à l'heure, il n'y a pas de solution ultime, il faudra s'adapter. Le cabotage côtier, ça passera probablement par de l'hydrogène et de l'électrique. Les bateaux comme ceux de la CMA CGM, eh ben, on ira peut-être sur un mix entre du LNG et de la captation de CO2. Pourquoi pas, puisque vous parliez de rêve tout à l'heure, pourquoi pas effectivement rêver de cette chaîne où finalement en partant de la solution de CMA, on capterait ce CO2 en sortie de fumée et après recréer une boucle qui finalement ferait le transport de CO2 via des navires et qui, basé sur ce CO2, produirait des électrocarburants. Ce serait effectivement la panacée en tant que telle.
Il faut réfléchir à tout ça. Il y a des notions de rendement qu'on ne peut pas éluder également. Il faut prendre du recul et surtout passer à l'échelle. Il faut agir maintenant. On a des actions pour agir dès maintenant. On en a mentionné plein. Le Vélic, la connexion électrique des navires à quai. Il y en a beaucoup d'autres. Et travaillons pour développer ce que sera le futur du shipping. On a 30 ans devant nous à peu près pour être alignés avec les accords, la réglementation de l'Organisation maritime internationale. Il y a d'autres leviers que vous n'avez pas mentionnés qui sont les accords notamment à niveau européen avec l'Exchange Trading Scheme. Ça va rentrer dans ce jeu-là. Il y aura un jeu de taxe carbone qui va faciliter ou en tout cas qui va accentuer la pression sur les armateurs pour accélérer. Donc toutes ces notions... Et alors Benjamin, par rapport à l'OMI justement, leurs exigences sont comment? Elles sont plus fortes, moins fortes? Ça dépend de quelles exigences. C'est assez lié. Sur la réduction de CO2 par exemple. Je rappelle la réduction de CO2 de 50% à horizon 2050 pour l'OMI. Alors non, en fait 2050 c'est 70% les réductions de CO2 pour l'OMI et côté Europe on est à moins 55% en 2030. Donc on est finalement probablement un peu plus exigeant en Europe. Maintenant ça va s'aligner. Je pense que tout le monde a compris, la COP26 arrive en novembre. Tout le monde se met un peu en ordre de bataille. Le schéma EU-ETS va rentrer en ordre de bataille. Il y a quand même une large partie du trading maritime international qui passe par l'Europe. Pour rappel, toutes les réglementations européennes s'appliquent à tout navire qui fait escale à un port européen. Donc à partir de là, ça va être beaucoup de navires qui vont être concernés par ces nouveaux schémas. Donc finalement, on va rentrer dans ce schéma et il y a beaucoup de discussions à l'OMI. On ne peut pas tout divulguer, mais sur notamment tout ce qui est taxe carbone et autres sujets. Donc je pense qu'on n'a pas fini d'en parler. Et juste pour conclure sur l'aspect maritime, je crois qu'on ne peut pas parler maritime durable en parlant uniquement carbone. La durabilité, elle se fait ailleurs aussi. Il y a des notions de bruit sous-marin à considérer, des notions de collision avec les cétacés, des notions de pollution aux particules fines. Voilà. Il faut vraiment voir le sujet de manière globale. Ça a été comme vous en avez parlé tout à l'heure. Je crois qu'il y a beaucoup d'armateurs aujourd'hui qui veulent développer un cadre pour communiquer sur leur démarche durabilité. Ça va dans le bon sens, c'est des demandes aussi des clients, donc ça vient aussi de vous, je pense. Plus les clients finaux demanderont des efforts, plus ça suivra derrière. Ok, merci Benjamin. Philippe, j'aimerais juste qu'on revienne un petit moment sur cette mise à l'échelle en fait. En région, cette production d'hydrogène vert, en fait, ça prend de l'ampleur ou pas? Oui, alors elle se met en place progressivement. On comprend bien qu'il y a quand même des investissements importants. On commence à avoir des projets qui émergent, notamment du côté de Toulon, en fait, avec un projet de navette à passagers qui utilise de l'hydrogène produit localement, avec un besoin également en termes de transport routier. On parlait de bus et de bennes ordures ménagères. On parlait de navires de travail. On a aussi un projet à Port-la-Nouvelle d'une drague qui utilise de l'hydrogène pour une partie de ses missions. Donc ça contribue à améliorer la qualité de l'air. Et donc on voit que on est obligé de passer par effectivement ce type d'usage. Je cite tout à l'heure le cas des navires côtiers qui sont assez pertinents pour ce type d'application. Ça permet de mettre en place cette chaîne de production, à la fois en termes de production et de circuit de distribution. C'est un premier pas. Après, très clairement, ces modes de production par électrolyse ne pourront pas répondre à l'ensemble des besoins. Et effectivement, je rejoins ton avis en disant qu'il y aura un mixte en termes de besoins de molécules, à la verte ou bleue. Mais voilà, l'idée, c'est d'influencer à la fois sur l'offre et sur la demande, de façon à ce que les deux convergent. On parlait toujours de l'œuf et la poule. Côté ADEME, en fait, on joue sur les deux. Effectivement, on s'assure qu'il y a de l'offre et puis que la demande derrière permet d'absorber l'offre de façon à faire baisser les coûts. Okay. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle ou des internautes, mais finalement, je dirais, à vous écouter, moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas un avenir durable au transport maritime, mais il y a des avenirs durables au transport maritime. C'est-à-dire que finalement, en fonction du type de trajet, du cabotage, du fluvial, des porte-containers en allant vers l'Asie, en fonction des solutions soit d'énergie utilisée, soit de forme de traction avec du vélic, pas du vélic, des petites choses, je dirais des réglages, j'appelle ça des petites choses, mais des réglages de l'aérodynamisme, travailler sur la forme des coques, travailler sur les bulbes, sur les hélices, peut-être même sur la façon dont on va stocker des containers en fait, sur un pont d'un bateau.
Étudier aussi en précision les routes utilisées en fonction des vents et des marées, notamment pour le Vélic. J'imagine que ça va encore reprendre davantage d'ampleur. Peut-être aussi utiliser le bon bateau en fonction du bon besoin, puisque c'est pas la peine d'utiliser un bateau trop gros si on n'a peut-être pas besoin de transporter trop de choses. Donc il y a aussi pas mal finalement de choses qui vont être un peu mises bout à bout pour au final arriver à sans doute conjuguer ces solutions et rentrer dans un monde qui va être plus durable. C'est bien ça? Est-ce que quelqu'un veut compléter? Allez-y Philippe. C'est exactement ça. Moi, c'est ce que je disais au début. Là, on s'est beaucoup posé la question de la source d'énergie qui allait propulser les bateaux. Et donc, moi, je vous ai beaucoup parlé de GNL, etc. Mais au début, je disais qu'on avait 3 piliers. Et en effet, la source d'énergie est le pilier le plus fondamental, le plus marquant, etc. Mais nos navires en tant que tels, comme vous le disiez, et notre excellence opérationnelle, la façon dont on opère les bateaux, sont aussi des piliers qui sont cruciaux. Aujourd'hui, on a un projet qu'on appelle Smart Ships, par exemple. Donc l'idée, c'est de mettre en fait des capteurs partout sur nos bateaux pour savoir si on les opère comme il faut, est-ce qu'ils vont à la bonne vitesse. C'est des choses bêtes, mais un bateau qui va très vite et qui arrive à un port et il arrive trop tôt, il doit attendre. C'est des tonnes de CO2 qui sont consommées, qui sont rejetées pour rien en fait. Est-ce que la trajectoire est optimale en fonction des courants marins, etc. Tout ça sont des petites choses qui font la différence. Et ce matin, je parlais, on présentait avec une start-up avec laquelle on travaille, Nautilo Plus, de solutions de vérification de la propreté de la coque. Pareil, ça semble une petite chose, mais entre une coque sale, entre guillemets, et une coque propre, on peut avoir des gains en moyenne, on observe 6% de gains de consommation et donc réduction d'émissions de CO2. Et donc 6%, c'est pas rien. Donc voilà, c'est vraiment sur ces trois piliers qu'on se fonde. Intéressant. Ferrand, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ça? Oui, je me fais aussi la réflexion, enfin la remarque que tout ça, ça va très très vite. Parce qu'on parle aujourd'hui du GNL comme si c'est quelque chose de presque has-been, si j'ose dire. Je me permets juste de rappeler que les bateaux, que ce soit fluviaux ou maritimes, ont besoin de ce qu'on appelle un avitailleur. Donc c'est la station-service, mais flottant. Le premier avitailleur à être mis en service, c'est en 2019. On est en 2021. Vous vous rendez compte à quel point, à quelle vitesse ça se passe. Et quelque part, j'ai aussi envie de dire qu'on a parlé d'hydrogène ou d'autres. Espérons aussi qu'en France, pour la partie fluviale, on ne rate pas le virage comme on l'a raté sur le GNL au niveau du fluvial, avec une production locale, avec le passage à l'échelle qui est donc extrêmement important. Et je me permets de dire ça parce que, comme je vous ai parlé des bateaux spécialement conçus pour la distribution urbaine, donc on est sur de courtes distances, nous avons eu une réflexion sur le GNL, peut-être du bio-GNL. Sauf qu'aujourd'hui, le GNL en France est stocké à 2 endroits, à Saint-Nazaire et à Dunkerque. Et si vous voulez faire tourner un bateau en région parisienne qui n'en sort pas, parce qu'il fait de la courte distance avec du GNL, ça veut dire que toutes les semaines, vous faites venir un camion de Dunkerque. C'est ça la réalité. On en revient sur les infrastructures. Exactement. Et donc la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que d'un côté, c'est très positif de dire il y a plusieurs avenirs, il y a plusieurs possibilités. Et c'est vrai. Mais à la fois, l'inquiétude est là aussi par rapport au passage à l'échelle. Ludovic, est-ce que vous avez un dernier mot, je dirais, de la fin? Oui, je pense comme ce que tu disais Philippe, il y a des avenirs durables, il n'y a pas de solution unique, ça dépendra beaucoup du type de bateau, du type de navigation. L'éolien apporte quelque chose aujourd'hui, apportera toujours demain parce que le vent ça reste une énergie qui est présente, qui est gratuite et donc on n'a pas parlé beaucoup des coûts, mais vous imaginez bien que les coûts de l'hydrogène, de l'ammoniac ou quoi que ce soit demain ne seront pas donnés. On est sur de l'énergie qui sera à minima 2 fois plus chère que
qu'est le fuel aujourd'hui. Et donc ces gains grâce à l'éolien seront aussi des gains économiques et donc à mon avis durables pour les armateurs et les opérateurs. Benjamin, une conclusion du côté Bureau Veritas? On a dit beaucoup de choses. Je crois que mon message, c'est de dire que, je l'ai dit tout à l'heure, le maritime n'agira pas seul. Ça a été mentionné aussi avant. On a besoin de la chaîne de valeur entière, de la production d'énergie. Le maritime, on est finalement le cas d'usage final. Tous les projets sur lesquels nous, Bureau Veritas, on s'implique, on essaye au maximum de s'impliquer sur les projets qui contiennent la chaîne de valeur en entier. On ne pourra pas agir tout seul. L'enjeu qui est derrière tout ça, c'est quand même le climat. Le maritime, vous l'avez mentionné, c'est finalement 3% de ses émissions de CO2. Ça reste beaucoup quand on parle de climat, donc on a besoin de tout le monde et on aura besoin de s'impliquer dans des projets avec des grands acteurs industriels et pas uniquement le maritime. Et Philippe, alors, une conclusion côté ADEME? Oui, je vais apporter une dimension humaine en fait dans ces échanges. En fait, je pense qu'il faut remettre le marin au cœur de son métier, donc lui donner les outils pour faire de la vraie navigation, avec du routage météo, avec des instruments passerelles de type économètre qui sont peut-être pas assez déployés, pas assez utilisés, qui lui donnent, on parlait de capteurs à bord, effectivement il y a beaucoup d'informations qui remontent, peut-être trop, lui procurer des aides à la décision sous forme d'interface facile à appréhender pour qu'il puisse utiliser la quintessence de son navire. C'est des navires de plus en plus sophistiqués, de plus en plus compliqués. Et en fait, l'équipage aujourd'hui ne sait pas utiliser le plein potentiel. Et je pense qu'il y a des axes à travailler de ce côté-là. Il y a aussi peut-être l'inciter à réduire sa consommation énergétique, peut-être via des primes, via un système de bonus, parce que le commandant, il est pris par le temps, il doit arriver au port à un instant donné, mais peut-être qu'en déviant sa route de quelques milles nautiques, il peut économiser tout en restant à l'heure. Donc je pense que c'est un sujet important. Merci Philippe. Je ne sais pas si nous avons des questions. Oui, je vois qu'il y a une question dans la salle. Je sais pas si on vous apporte un micro. Merci. Je voudrais revenir sur les infrastructures et savoir, est-ce que les armateurs travaillent avec les autorités portuaires et comment, dans quel cadre? Justement, parce que vous parliez de la poule et l'œuf, pour avoir ces nouveaux carburants, il faut qu'ils soient disponibles aux stations. Vous avez abordé le sujet, mais comment les armateurs, dans quel cadre, travaillent avec les autorités portuaires? Merci. Qui veut répondre à cette question? Ferranc? C'est pareil, c'est très varié, c'est très divers la réponse à ça. Mais bien évidemment, en tant qu'armateur, en tant qu'acteur dans ce monde, nous sommes en contact avec toutes les autorités, que ce soit portuaires, les filières, etc. Très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous restons en contact et que nous soutenons très activement la mise en place des bornes d'électricité. Effectivement, un bateau qui arrive à quai puisse se brancher pour ne plus brûler du gasoil. Ça commence par ça. On essaye aussi de pousser cette idée, et il y a le long de la Seine, en fluvial, il y a tout un programme qui s'appelle Bornéo, donc qui vise l'installation des bornes électricité et eau potable. Donc c'est quelque chose que l'on poursuit activement. Et puis avec les autres autorités, bien évidemment, on essaye de rester au courant des projets, ce qui se passe, en donnant nos prévisions de consommation, de lieux d'avitaillement, pour que on puisse émerger un écosystème digne de ce nom. Non, je suis tout à fait d'accord et j'allais prendre ce même exemple du branchement à quai. C'est des investissements bien sûr pour l'opérateur, l'autorité portuaire, pour les concessionnaires de terminaux, pour l'armateur qui doit équiper ses bateaux. Et donc bien sûr les trois se partagent le coût et partagent l'ambition. C'est des projets, s'il en manque un des trois, ça ne va pas fonctionner. Donc bien sûr qu'on travaille ensemble. Et je voulais rebondir rapidement sur, tout à l'heure, tu parlais des garanties d'origine. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important et sur lequel il faut que les autorités s'engagent pour garantir que les énergies qu'on vend comme vertes soient effectivement vertes et utilisables comme telles.
Il nous reste une question peut-être dans la salle. J'avais cru voir une main. Oui, allez-y. En eau intérieure, quelle est la meilleure technique pour propulser des bateaux jusqu'à 6 mètres et jusqu'à à peu près 20-30 km/h pour respecter l'environnement Natura, par exemple, ou d'autres environnements protégés? Quelle est la meilleure technologie actuellement? J'entends Ludovic nous dire le vent. Je sais pas, peut-être des batteries électriques, non? Ou... Oui. J'ai entendu eau intérieure. Vous parlez fluvial en l'occurrence? Sur des lacs ou en effet des rivières. Bah, écoutez, la question est difficile à dire parce qu'aujourd'hui nous avons une réglementation qui ne permet pas ce type de vitesse sur les rivières et les canaux. Donc la navigation de fret, on est quelque part limité dans notre vitesse. En général, c'est 12 à 15 km/h. On ne peut pas aller au-delà. Et donc aujourd'hui, nous n'avons pas forcément un recul, sauf plaisancier. Donc ce serait dans le cadre de compétitions sportives, par exemple. Peut-être que... Oui, alors effectivement, s'il s'agit de plans d'eau intérieurs en fait, qui ne sont pas soumis à la réglementation, peut-être sur des vitesses de trafic maritime, de trafic de marchandises, on peut quand même envisager des solutions d'électrification par batterie, avec peut-être en ligne de mire un profil d'emploi qui permet de recharger le temps qui est nécessaire, ce besoin d'énergie. Sorti de cette électrification, on voit difficilement de solutions de décarbonation si vous n'avez pas la capacité à bord à stocker de l'énergie basse densité. Juste pour compléter, on pourra imaginer éventuellement une pile à combustible, mais tout dépend du chargement que vous aurez à transporter. On peut imaginer que ça pourrait faire le travail, puisque de toute façon, une pile à combustible, ça fournit de l'électricité, donc on en revient finalement à ton même sujet. À la fin, il faut avoir de l'électricité pour faire tourner le moteur électrique. Donc que ça vienne de l'hydrogène ou d'une batterie, à la fin, c'est la même propulsion. Merci. On me fait signe, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions de nos internautes. Je ne vois plus non plus de questions dans la salle et je vois que notre temps est écoulé. Donc il ne me reste plus qu'à remercier le public pour votre écoute et puis surtout remercier mes 5 invités de marque. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous. L'heure est passée très très vite et j'aurai vraiment beaucoup de plaisir à poursuivre dans le futur nos échanges. À très bientôt. Au revoir.